Bonjour à tous, amis motards et motardes. Je vous propose une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Préparation raid moto. Voilà, parce qu'en ce moment, les vidéos de raid, on ne peut pas en faire beaucoup. Donc c'est des vidéos qui seront axées surtout sur la préparation, pas de la moto en elle-même, mais du voyage en lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai reçu depuis le film Un père, un fils, une moto et un cap, qui retrace notre aventure avec Noé jusqu'au Cap Nord, en Norvège. J'ai reçu beaucoup de mails où on me pose des questions sur comment j'ai préparé, comment ça s'est passé, enfin des questions assez pertinentes. Donc à chaque fois je prends très plaisir, ça me fait très plaisir de répondre. Donc je réponds par mail. Alors le problème c'est que voilà, il faut taper, il faut écrire. Souvent quand j'ai envoyé le mail, je me suis dit ah mince, j'ai oublié de dire ça, donc c'est un petit peu pénible. Donc là je prépare une vidéo avec toute une liste de questions que je vais vous dire, et comme ça j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous sur les questions qui pourraient se poser pour préparer ce voyage. Voilà, allez, on en parle. Donc, je vous liste les questions qui paraissent essentielles. Je sais, hein, mais c'est des loupes, hein, en ce moment je suis en train de faire des lentilles, vous me pardonnerez ce... Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous présenter? Des questions qui reviennent souvent. Quelle est la meilleure période pour partir? Donc Norvège, Cap Nord. As-tu réservé l'hébergement avant de partir? Pourquoi la Suède au retour et pas à l'aller? As-tu les traces GPX de ton parcours? Comment préparer l'itinéraire? Moi je rajouterai le déroulement type d'une journée. Je rajouterai aussi des informations sur les limitations de vitesse, péage, tunnel. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Ce qui revient aussi, quel est le prix des traversées en ferries? Je vous rajouterai une information là-dessus. Pourquoi ne pas avoir pris le ferry pour aborder les îles Lofoten par le sud, puis remonter vers le nord? Voilà, je vous expliquerai. Est-il facile de ravitailler en carburant et prix du carburant? Quel est le prix moyen pour une location de hit? Alors les hits, c'est ces petits cabanons en bois qu'on trouve dans pratiquement tous les campings. Prix moyen d'une nuit en camping. Je vous parlerai de l'application NordCamp. Comment se connecter à Internet? As-tu eu des pannes mécaniques? Lors de la crevaison, parce qu'il y a eu une grosse crevaison, vous voyez sur le film, c'était même un déjantement du pneu, hein, donc ça a été assez costaud. Lors de la crevaison, appel de l'assistance, est-ce l'assistance conventionnelle de la carte verte? Au cours des visites à pied, la moto et le matériel étaient-ils en sécurité? Quel budget pour un tel périple? Et moi, donc après ça, je vous rajouterai des informations sur les autoroutes allemandes et les ponts du Grand Belt, s'il y en a qui veulent emprunter les grands ponts qui vont entre la Suède et le Danemark et qui évitent de prendre un ferry pour rejoindre les pays scandinaves. Et je rajouterai une information sur le site du Cap Nord. Alors, je commence. Hein. Quelle est la meilleure période pour partir? Alors, la meilleure période pour partir l'été pour voir le soleil de minuit en Norvège, c'est-à-dire le soleil de minuit, c'est que vous voyez à minuit la boule de feu, le soleil en plein ciel. C'est une période qui s'étale à peu près entre mi-juin et fin juillet. Voilà, ça c'est une bonne fourchette. Avant, c'est-à-dire même jusqu'à fin mai, il peut encore y avoir des giboulées de neige, alors que la météo, vous savez, c'est le coup de poker. Et après, fin juillet, ça peut commencer à décroître au niveau météo. Donc la bonne fenêtre de tir pour partir là-haut, c'est mi-juin, fin juillet. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus. Après, as-tu réservé l'hébergement avant de partir? Alors moi j'ai une façon de procéder qui revient dans tous les raids, et il y a quelqu'un qui disait ça, je ne sais plus qui c'est que le meilleur des plans c'est de ne pas en avoir. Donc, pour résumer, au niveau de l'hébergement, je n'ai rien réservé. Et je vais vous expliquer pourquoi, enfin rien, petite chose simplement. Ce que j'ai réservé obligatoirement, c'était à partir du mois de février, c'est la traversée en ferry, donc le gros ferry qui va du Danemark, d'Hirtshals au Danemark, à Kristiansand en Norvège.
Je l'ai réservé dès le mois de juillet, dès le mois de février, parce que plus vous réservez tôt, et moins c'est cher. De toute façon, vous êtes obligé de réserver le ferry. À titre d'information, ce gros ferry, donc pour une moto et 2 personnes, donc un adulte et un enfant de 14 ans, ça m'a coûté environ, de mémoire, 175 €, je crois, pour un aller simple. La seule chose que j'ai réservée, c'est que les 3 premiers jours, on a fait 3 jours d'autoroute, où chaque jour d'autoroute, c'était environ 670 km d'autoroute. Donc à la fin du premier jour, on a dormi chez des cousins à Mulhouse, donc pas de problème de ce côté-là. Le deuxième jour, donc on est entré en Allemagne, on a fait 670 km en Allemagne, on traversait toute l'Allemagne par l'autoroute, et on avait un impératif horaire le 3e jour, c'est-à-dire je voulais arriver la veille au soir du départ du ferry. Donc, comme je ne voulais pas perdre de temps le 2e jour à chercher un camping, planter la tente, parce que c'était des routes, des jours d'étape, c'était pas vraiment des jours de découverte, j'avais réservé un hôtel, genre hôtel Formule 1, hôtel première, qui était au bord de l'autoroute à Hanovre, donc j'avais déjà réservé la chambre. Je savais que c'était très proche de la sortie d'autoroute, qu'on ne perdrait pas de temps pour le trouver, qu'on ne perdrait pas de temps pour repartir le lendemain matin. Donc j'ai réservé aussi, c'était au printemps, une nuit d'hôtel à Hanovre. Alors sinon tout le reste, au niveau d'hébergement, je n'ai pas réservé, pour la bonne et simple raison que si vous réservez toutes vos nuits ou vos hébergements, déjà c'est un gros travail de recherche. Ensuite, si vous avez un quelconque retard, admettons que déjà au bout de 2 jours vous ayez une panne et vous prenez 24 heures de retard, vous êtes soit obligé de rattraper le retard, et là, si vous avez une météo exécrable, vous risquez, vous voyez quoi, hein, la chute, voire pire, vous êtes obligé donc de tout décaler, et si vous ne rattrapez pas, vous êtes obligé de recontacter par mail, par téléphone. Alors par téléphone, dans les pays scandinaves, c'est en anglais, et vous êtes obligé de tout redécaler, vous risquez de perdre un peu des avances, des choses. Donc la meilleure des choses, c'est de ne pas réserver d'hébergement. De toute façon, dans ces pays-là, à chaque étape pratiquement où vous êtes, je vous expliquerai comment j'ai procédé pour la préparation. Il y a des campings, il y a des gîtes, il y a de quoi loger, vous ne serez jamais à la rue, et vous savez, ou vous ne savez pas, c'est qu'en Norvège, le camping sauvage est autorisé. Vous êtes à plus de 250 ou 300 mètres d'une habitation, vous avez le droit de planter la tente. Donc il n'y a pas de souci. Et ça vous évite un gros travail. Donc je n'ai pas réservé d'hébergement, et vous êtes beaucoup plus serein, vous faites votre itinéraire beaucoup plus tranquille, et il n'y a pas de souci, je vous expliquerai comment je trouverai les campings. Pourquoi la Suède au retour et pas à l'aller? Alors ça a été un choix stratégique. Il y en a qui me disent oui, il vaut mieux faire la Suède avant, comme ça c'est pas très beau, tu fais le moins bien d'abord et ensuite tu te régales en Norvège. D'accord. Moi mon but avec Noé c'était de visiter la Norvège. C'était la Norvège, la Suède était des étapes de retour, malgré que ce soit très beau quand même, c'est monotone mais c'est très beau. Parce que je suis parti du principe suivant. Je me suis dit, on commence à visiter la Norvège tranquillement par les routes classées, les routes touristiques. Si on a un retard, voilà, on a une panne, on a quelque chose qui nous retarde une journée, on continue tranquillement à progresser en Norvège, à visiter tout ce qu'on veut visiter avec cette journée de retard sur l'itinéraire. Et une fois qu'on arrive en Suède, où là on a décidé que c'était le retour, là on rattrape la journée de retard, c'est déjà des grandes lignes droites. C'est des étapes, vous pouvez faire facilement 500 km dans la journée. Si vous rajoutez 100 km sur 2 jours, voire 3 jours, c'est pas dramatique, vous rattrapez votre retard de 24 heures. Si vous faites l'inverse, si vous montez par la Suède et que vous redescendez ensuite sur la Norvège, au moment où vous arrivez en Norvège, si vous avez un problème qui vous retarde aussi de 24 heures, vous allez être obligé de rattraper ce retard, si vous avez des impératifs de retour. Et vous allez soit ne pas visiter quelque chose, soit couper les routes pour aller plus vite, et je trouve que c'est dommage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de passer d'abord par la Norvège tranquillement, de faire ce qu'on avait à faire, et éventuellement, si on avait un retard, on rattrape par la Suède et les autres routes. Nous on a eu la panne, enfin le retard à la fin de la Suède,
On a pu rattraper le lendemain parce qu'on a rajouté 250 km sur la journée. Mais c'était des voies rapides, c'était des voies rapides des autoroutes, et on était bien roulé. C'est mon choix. Le déroulement d'une journée. Non, d'abord, pardon. As-tu les traces GPX de ton parcours? Comment préparer l'itinéraire? Alors moi, je travaille un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai pas les traces GPX de mon parcours parce que j'utilise le GPS comme une aide à la navigation. J'explique. Comment j'ai préparé l'itinéraire? J'ai pris la carte Michelin de Norvège. Je suis allé sur le site internet de l'Office du tourisme norvégien où vous avez le descriptif des 18 routes touristiques classées par la Norvège. Ce sont des routes où il y a des panoramas fabuleux. Vous pouvez vous arrêter sur certaines aires pour pouvoir faire des photos. Il y a aussi des infrastructures architecturales, sculptées, qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Des petits chemins, des escaliers aménagés pour aller voir des différents panoramas, différentes choses. Et sur ce site de l'Office du tourisme norvégien, vous avez le tracé sur une petite carte. Alors les routes touristiques peuvent aller très courtes, ça peut être de 8 km, assez courte, jusqu'à la plus grande qui est la route côtière de l'Ouest qui fait 450 km. Donc moi j'ai pris ces petits itinéraires, je les ai reportés sur la carte Michelin. Voilà, j'ai mis les différents petits itinéraires, tronçons d'itinéraires sur la carte Michelin, donc 18. Et ensuite, avec la carte Michelin, j'ai rejoint ces différents tracés par les routes qui me semblaient les plus touristiques, celles qui tournaient, celles qui étaient des petites routes sur la carte. Donc j'ai bouclé mon itinéraire comme ça, en montant par la côte ouest, les îles Lofoten, le Cap Nord, et redescendre par la Suède. Enfin la Suède c'était pas les routes touristiques, mais j'ai tracé comme ça. Ensuite, en fonction de la topographie de la carte, c'est-à-dire vous voyez si c'est des grandes lignes droites et des zones plutôt planes, bon, ça en Norvège il n'y en a pas trop, plutôt dans le nord, et quand c'était des petites routes qui tournicotaient, j'ai pris des journées des kilométrages différents par jour. Là où ça tournicotait en montagne, je me dis tiens on va faire 300 km par jour. Là où c'était plus direct, je me dis on peut pousser, mais bon, quand on roule tous les jours et qu'on veut quand même profiter, ça peut aller jusqu'à 400, 420, allez, 450 km. Donc j'ai fait mes petits tronçons comme ça, je me suis aidé quand même de Google Maps pour faire des petits tronçons de 300, 350, 400 km. J'ai découpé comme ça ma carte en plusieurs tronçons de ce kilométrage-là. Et voilà. Et ensuite j'ai compté les tronçons. Combien ça me fait les parcours, combien ça me fait de parcours de 300 jusqu'à 450 km. J'ai compté, ça en fait 30. Donc 30, facile, 30 jours. Enfin, ça faisait pas 30 parce qu'on a pris 2 jours de repos complet, ça faisait 20 quelques, 28. On me dit 30. Ça fait un mois, ça fait 4 semaines. Il faut partir 4 semaines. Voilà. Et les étapes d'autoroute, moi j'ai pris des kilométrages beaucoup plus grands. Donc j'avais mon itinéraire sur une carte papier. Voilà, je savais comme ça, comme ça. Quand on est arrivé en Norvège, et bien quand on a débarqué, je me suis servi du GPS comme une aide à la navigation, c'est-à-dire je savais que je voulais aller le soir à telle ville, à peu près. Je programmais la ville sur le GPS, qui était 200, 250, 300 km. Je vérifiais que ce que le GPS me donnait était en corrélation avec ce que j'avais tracé sur la carte. C'était bon. Allez, c'est parti. Et on suit le GPS tranquillement, comme ça on ne se pose pas de questions. Voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé. Ça fait beaucoup moins de alors j'ai essayé de faire l'itinéraire avec les petits logiciels pour les GPS, tout ça, mais ça prend un temps fou, déjà. Et puis ça buguait, ça enregistre pas bien. Donc j'ai dit je travaille à l'ancienne. Après j'aurais pu enregistrer au jour le jour mes parcours, mais bon c'est compliqué. Donc j'ai procédé comme ça. Donc voilà comment j'ai préparé mon itinéraire et comment l'itinéraire a été bien respecté, c'est-à-dire j'ai bien préparé mon itinéraire, il n'y a jamais eu de journée, il y a eu de journées où il a fallu vraiment rouler, ou rattraper quelque chose, il y a eu juste le souci avec la crevaison,
Et un jour où on avait pris de l'avance, mais on est arrivé en retard, je vous expliquerai. Le déroulement d'une journée. Comment je fais? C'est pratiquement les journées qui se passent dans tous les raids. Quand j'étais au Maroc, c'était pareil. Quand j'ai fait les pays de l'Est, c'était à peu près pareil avec les copains. On fonctionne de la façon suivante. C'est-à-dire, on arrive à un endroit, donc le soir, on dort. Le matin, moi je me réveille toujours assez tôt. Je me réveille vers 7h, 7h30. Noé, lui, il a fallu, vous voyez sur le film, il faut le secouer un peu, sinon à 11h, il est toujours dans le duvet. On se lève vers 8h. On fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on prend le petit déjeuner, le café, on fait chauffer, on prend le temps de déjeuner un petit peu, pas toujours, mais on se fait la toilette, on plie les tentes, les sacs de couchage, on remet tout sur les motos, il faut compter minimum 1 heure. Même si vous avez une petite toile de tente, sac de couchage, matelas gonflable, le temps de tout remettre dans la moto sans que ça se barre de tous les côtés, il faut 1 heure. Donc on décollait vers 9h. Ensuite on partait, GPS, on roulait. Alors on s'arrête, hein, on fait des photos, on visite un truc, enfin on prend le temps de s'arrêter, de se reposer. Vers midi, midi et demi, on s'arrêtait. Alors dans la plupart des raids que je fais, c'est que le midi, ben, vous voyez même Lolo Cochet quand il fait ses vidéos, on mange pratiquement pas. Voilà, on évite d'avoir faim. Surtout qu'en pays scandinave, la bouffe, on va dire comme ça, c'est le budget le plus important. Donc comment on faisait? On arrivait dans une station-service, on ravitaillait en carburant. Il faut savoir que dans ces pays-là, les stations-service, elles ont 3 prestations. Elles font carburant, enfin tout ce qui est station-service, mini-market, on pouvait faire des petites courses, acheter du ravitaillement pour le soir par exemple, très bien, et il y a un mini fast-food. Donc vous pouvez acheter un petit hamburger, un hot dog, enfin des trucs comme ça, une petite pâtisserie, une boisson, et vous êtes calé, ça suffit largement. À savoir que c'est très cher. Quand je dis très cher, une fois à midi on a pris un hamburger frites avec une boisson, c'est l'équivalent, alors je dis l'équivalent parce que Norvège, Suède, c'est pas l'euro, hein, c'est pas la zone euro, la monnaie c'est la couronne norvégienne et la couronne suédoise. Donc quand je dis équivalent en euros, un hamburger frites avec une boisson, on était autour de 20-25 euros. Donc ce qu'on faisait déjà, on n'achetait pas de boisson, j'avais une gourde, on remplissait la gourde d'eau, on buvait de l'eau, et on achetait un petit hot dog, une petite chose comme ça, et on prenait une barre Snickers chocolatée. La barre Snickers chocolatée, c'est l'équivalent environ de 4 euros. Donc 2 barres Snickers chocolatées, c'est 8 euros déjà. Donc le budget nourriture, c'est là où il faut faire le plus attention. C'est-à-dire manger léger le midi, un fruit si vous pouvez, des choses comme ça, pour être calé. Ensuite on repartait, et je m'arrêtais vers 16h30, 17h grand maximum. Grand maximum. J'avais sur mon smartphone une petite application qui s'appelle Norcamp, N-O-R-K-A-M-P de mémoire, Norcamp, et dans cette petite application vous avez tous les campings, les gîtes de Norvège. Donc à l'endroit où j'étais, l'application me donnait un ensemble, enfin, vous êtes toujours dans une zone où il y a des campings, il y en a partout. De 3 à 4 campings. Vous pouviez aller sur le site du camping. Alors je visitais un peu les prestations, c'était du luxe ou s'il y avait des petites huttes, là, ces petits cabanons ou pas, si c'était en bord d'un lac ou des choses comme ça. Choisissez le camping. Vous n'avez pas besoin de téléphoner, pas besoin de réserver, c'est pas la peine. Je choisissais un camping, hop, je rentrais les coordonnées du camping dans le GPS, et 10 minutes, un quart d'heure après, 20 minutes, on était à l'entrée du camping, et on a toujours trouvé de la place. Il y avait toujours de l'emplacement pour une toile de tente, une moto, il n'y a aucun problème. Des petites huttes, donc les petits cabanons, on en parlera plus tard, il y en avait toujours à la location. Il y a juste une fois en Suède, une fois, où c'était le camping où on a crevé, je crois. Toutes les huttes étaient louées, parce que c'était un camping très touristique. Il y avait un lac, il y avait des plages, il y avait des prestations genre bungalow, des trucs comme ça, beaucoup de prestations aquatiques. Donc comme c'était l'été, il y avait beaucoup de touristes, les huttes étaient complètes. Mais on a eu de la place pour la toile de tente et la moto. Donc il n'y a aucun souci de trouver un camping pour passer une nuit. Ça c'est pas un souci. Après vous pouvez, il n'y a que dans les grandes villes où vous allez trouver des hôtels ou des choses comme ça. Et en plus, bon, le budget là, ça va être autre chose.
Je vous parlerai du prix pour les hits après. Hein. Voilà. Et ensuite, soit pour la nourriture le soir, soit on se faisait la gamelle avec le réchaud, si on avait fait les petites courses avant, soit dans la plupart des campings, vous avez des prestations de nourriture, pizza ou hamburger, toujours pareil. Je vous conseille les pizzas du camping de Trondheim, celui qui est au bord de mer. C'est terrible. Vous attendez 3 heures, mais elles sont bonnes. Je vais vous parler de limitation de vitesse. Alors la limitation de vitesse dans ces pays-là, c'est le top. Parce que chez nous, c'est facile, c'est 80, c'est rien. D'autres, peut-être 110, des fois, radar. Là-bas, ils vont adapter la vitesse en fonction du type de route. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une agglomération, donc sur les routes, la majorité des routes, c'est 70 km/h. Alors je sais, ça paraît peu. Les routes, elles sont souvent comme ça. Et tout le monde roule à 70. C'est-à-dire, ce qui m'a surpris au début, c'est que vous suivez, on a suivi la sortie de Christiansand des voitures, 70, le camion derrière 70, les motards derrière 70, vous n'osez rien faire. Mais ils respectent bien. Par contre, quand vous arrivez un peu dans le nord, vous avez des zones qui tournent un peu moins, ils vont limiter à 90. Et, des zones qui sont droites, mais bordées d'arbres, voilà, ça va être 90. Et dans les zones du nord, où c'est très dégagé, c'est rocailleux, avec des grandes lignes droites, ils vont limiter à 100. Donc ils vont adapter la vitesse en fonction du type de route. Et quand vous roulez à 100, au bout de 15 jours de moto à 70, vous avez l'impression d'aller à une vitesse folle. Et les entrées dans les agglomérations, ils vont limiter progressivement. C'est-à-dire que vous allez passer 70, 60, 50, 40, vous sortez 40, 50, 60. Ou il n'y a peut-être pas de 50, 40, 60 et ça repart. Donc c'est très adapté en fonction à la circulation. Les radars, ils sont stratégiques, c'est-à-dire que dans les grandes lignes droites, vous n'aurez pas de radar. Ils vont mettre des radars, enfin les radars qu'on a vus, ils sont exclusivement dans les zones accidentogènes. C'est-à-dire que vous avez des lignes droites, vous avez, surtout en Suède aussi, vous avez 30-40 km de ligne droite, puis à un moment donné, hop, il y a une intersection, hop, et avant l'intersection, ils vont mettre un radar pour vous assurer que vraiment vous allez ralentir pour aborder l'intersection. Mais vous n'allez pas trouver de radar fixe sur des lignes droites ou des portions qui sont chez nous pour faire du fric. Là-bas non. Après vous pouvez avoir la marée chaussée cachée derrière un arbre, hein, ça c'est possible. Mais pas d'inquiétude sur des radars fixes en dehors des agglomérations ou des intersections. Les péages, alors j'en parle parce qu'il n'y a pas à en parler en fait. C'est-à-dire que les péages, dès que vous sortez de France, vous n'avez plus aucun péage. Les autoroutes allemandes sont gratuites, je vous en parlerai tout à l'heure. En Norvège, il n'y a pas d'autoroute parce que le relief fait qu'il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a que des routes principales ou des petites routes. Donc pas de péage. Les deux seuls péages qu'on a eus, c'est le péage pour l'entrée sur le site du Cap Nord, je vous en parlerai, et le péage des ponts du Grand Belt, hein, comme je vous en ai dit tout à l'heure. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Alors, le stationnement au bord des routes, j'ai rajouté ça parce qu'en Norvège, vous pouvez très difficilement stationner au bord d'une route, voire même faire du camping sauvage à certains endroits. Pourquoi? Parce que toutes les routes, pratiquement beaucoup de routes sont bordées de rails de sécurité pour empêcher que certains sortent de la route principale. Donc beaucoup de rails de sécurité, sauf dans le nord où c'est un peu plus dégagé. Et là où il n'y a pas de rails de sécurité, c'est tellement mousseux, spongieux ou marécageux par endroits que vous ne sortez pas. Donc même stationner sur le bord de la route pour faire une pause, c'est assez difficile. Sur les endroits, mais des fois il faut faire 3, 4, 5 km avant de pouvoir vraiment stationner en sécurité. En Suède, sur les très grandes lignes droites, tous les 5 km à peu près, je crois, vous avez une petite aire où vous pouvez stationner sur le bord de la route. C'est très régulier, il y a des petites aires qui sont sur le bord de la route, vous pouvez faire une pause, même les gros gabarits genre caravane, camping-car peuvent stationner, ça c'est bien étudié. Ça, je pense que c'est intéressant. Alors le prix des traversées en ferry, c'est les ferries internes à la Norvège, c'est pas le ferry qui va entre le Danemark et la Norvège. Alors il faut savoir que les ferries, vous avez, si vous prenez la route côtière, comme j'ai dit, la route touristique côtière, vous allez prendre 6 ferries consécutifs sur 1 ou 2 jours. Vous pouvez avoir des traversées qui vont durer entre 15 minutes, et les plus grandes traversées dans le nord, surtout au niveau des Lofoten,
ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc le prix va être fonction de la traversée. En moyenne pour une moto et un adulte, je vous dirai pourquoi après, une moto et un adulte, c'est entre 9 euros, 15 euros, allez peut-être pour les plus grandes traversées, autour de, enfin l'équivalent toujours, autour de 20 euros grand maximum. Et voilà, c'est à peu près, disons que la moyenne se situe 10-12 euros. Ouais, une moto, un adulte. Pourquoi? Parce que les enfants de moins de 14 ans ne payent pas les ferries. Donc moi, il avait, enfin de moins de 15 ans, donc il avait 14 ans, il n'a pas payé les ferries. Enfin, j'ai pas payé ces traversées de ferries. Donc voilà à peu près. Alors quand vous arrivez dans un ferry, déjà les motos sont prioritaires. Vous roulez sur la route, puis à un moment donné, hop, vous voyez des panneaux, stop, traversée, vous avez un petit panneau, et vous arrêtez, la route s'élargit pour avoir des fils parallèles comme ça, où se mettent les voitures et les camping-cars. Il n'y a jamais eu il y a très peu de circulation dans ces pays-là, c'est ça qui est vachement agréable, c'est que vous n'avez pas la foule de bagnoles. Donc en moyenne, vous avez une dizaine, une douzaine de voitures, quinzaine de voitures qui vont attendre. Donc les motos, il faut remonter devant, il faut doubler les voitures, c'est comme ça. Et on se met devant. Pourquoi? Parce que les ferries, en fait, ils sont symétriques. C'est-à-dire que le bateau va faire une traversée, mais quand il arrive sur l'autre rive, il ne va pas faire un demi-tour, hop, accoster et repartir. Ils sont symétriques, c'est-à-dire que le bateau il navigue comme ça. Voilà. Donc en fait les motos, ben, vous passez en priorité, vous mettez sur l'avant du bateau, vous verrez il y a des gars qui vous aident un peu, ils traversent, quand il arrive de l'autre côté, ils basculent le chaland, là, la plateforme, et vous partez en premier. Quand vous êtes sur le ferry, bon, vous avez quelqu'un avec une petite trousse, là, une petite sacoche avec l'argent dedans, il passe entre les voitures, et donc vous allez vers lui et vous dites j'ai une moto, une personne, un enfant, et il vous dit le prix. Voilà, donc c'est intéressant à savoir, attention les motos, vous êtes prioritaire sur l'entrée et la sortie du ferry. Pourquoi ne pas avoir pris le ferry pour aborder les îles Lofoten par le sud et puis remonter vers le nord? Alors je ne sais pas, je vous mettrai peut-être une petite carte des îles Lofoten, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous le faire pour vous. Vous avez la côte norvégienne, vous avez les Lofoten qui partent un petit peu comme ça, donc qui rejoignent pratiquement la côte. Et à l'endroit à peu près où les îles rejoignent à peu près la côte, il y a une ville qui s'appelle Narvik. Donc vous avez la possibilité, quand vous arrivez du sud et vous remontez vers la Norvège, de prendre un ferry qui vous amène sur la pointe sud des Lofoten. Vous remontez les Lofoten et vous rejoignez ensuite la côte norvégienne et vous continuez vers le nord. Ça c'est une première option. Le ferry qui fait ça, il est assez long, hein. C'est un ferry qui pas plus de 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus. Moi ce que j'ai fait, je voulais à tout prix visiter Narvik parce que je suis passionné par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et bon, je suis plongeur aussi sur épave. Donc il y a tout un historique de la bataille de Narvik qui m'intéressait énormément et je voulais visiter le musée de la bataille et voir si je pouvais rencontrer un centre de plongée ou des choses comme ça. Donc moi ce que j'ai suivi la côte norvégienne jusqu'à Narvik. Voilà. De Narvik, donc on a passé une journée de repos à Narvik, on a visité ce qu'on voulait visiter. On a pris la moto, on est descendu par la route. Il n'y a pratiquement qu'une seule route, hein, parce que vous avez la route et puis vous avez plein de petits bras comme ça qui desservent des bras de route qui desservent des ports de pêche. Donc on est descendu par la route jusqu'à la pointe sud, après il n'y a plus de route. On est remonté aussi par la route et à un moment donné, vers le nord, le tiers nord des îles Lofoten, la route se sépare. Il y a une partie qui va vers le nord des îles, je crois que c'est d'autres îles qui s'appellent les Verstralen ou quelque chose comme ça. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait la descente vers le sud, on est remonté, on est allé vers ces îles qui sont plus au nord. Et dans ces îles qui sont au nord, là, tac, on a pris un ferry qui nous a fait sauter sur la côte norvégienne un peu plus au nord.
Alors, ce que je voulais faire initialement, c'était aller à Narvik, de descendre les îles Lofoten, de remonter et de revenir sur Narvik et de repartir. Pourquoi? Parce que, chose intéressante, c'est sur les cartes routières Michelin, sur les cartes routières papier, vous avez le tracé en pointillé des ferries sur la côte. Vous voyez les sauts de puce des différents ferries. Et quand ces tracés sont sur la carte, ça veut dire que ce sont des ferries qui font ça toute l'année. Et moi, sur la carte Michelin, il n'y avait pas de tracé de ferry entre ces îles au nord, là, les Verstraalen, je crois, et la côte norvégienne. J'ai su ça en discutant avec quelqu'un au camping à Narvik. Une personne m'a dit: pourquoi tu reviens sur Narvik une fois que tu as fait les Lofoten, pourquoi tu ne sautes pas directement plus au nord? Et je lui ai dit: mais il n'y a pas de bateau. Il me dit: si, il y a un ferry, mais il y en a très peu, il y en a 3 par jour, et il fait ça que l'été. Donc, je crois que c'était juin, juillet, août. Ce ferry, il fait ça que l'été. Et il y en a un qui part à 8 h, il y en a un qui part à 13 h, il y en a un qui part à 17 h. Et quand j'ai su ça, j'ai modifié mon itinéraire, c'est-à-dire au lieu de revenir vers Narvik pour remonter, on est descendu les Lofoten et on est passé plus vers le nord. Bon, ne cherchez pas à savoir sur la carte parce que, disons que j'ai modifié mon itinéraire suite à des informations que j'avais eues au camping de Narvik. Donc, pourquoi j'ai pas pris le ferry qui saute vers le sud des Lofoten? Parce que je voulais absolument passer par Narvik. Alors que si vous passez sur le sud et ensuite vous continuez vers le nord, ça vous fait éviter cette ville. C'est mon choix aussi. Donc renseignez-vous bien sur les ferries, si vous utilisez une carte papier, parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a certains ferries qui ne sont pas marqués parce qu'ils ne naviguent qu'en été. Est-il facile de ravitailler en carburant et le prix du carburant? Oui, il est très facile de ravitailler en carburant. Moi j'avais pris 2 jerrycans plastiques de 5 litres chacun au cas où. Parce que déjà on était lourd, la moto elle n'est pas toute jeune, c'est pas une injection, c'est une carbu. Bon, elle n'a pas beaucoup consommé parce que je roulais très lentement, mais je me suis dit on ne sait jamais. Mais vous trouvez du carburant partout, même dans le nord, dans les zones les plus arides et vers le Cap Nord. C'est suffisamment touristique pour que vous trouviez des stations-service. Il y a une seule fois, je crois que c'était vers la route des Trolls, où le matin, je crois, avant, il a fallu faire on a fait une déviation de 15 km pour trouver une station-service, parce que j'étais quand même, moi, j'aime pas tomber en réserve. J'avais un petit doute, parce qu'après on devait faire de la montagne. Donc j'ai fait cette petite bifurcation pour pouvoir faire le plein. En Suède, attention, si vous traversez la Suède par l'intérieur, là c'est plus difficile de trouver une station régulièrement. Vous avez des très grandes lignes droites qui peuvent faire quelques centaines de kilomètres. Ça m'est arrivé une fois ou deux de voir sur le GPS, vous avez la station-service qui est indiquée à 90 km. Là il faut gérer un peu plus. Voilà. Donc, mais sinon il n'y a pas de souci. Prix du carburant. Alors en Allemagne c'est bien, c'est que le prix du carburant sur l'autoroute allemande était au prix du carburant à Leclerc ici. C'est-à-dire c'était 1,50 le litre à l'époque, 1,40, 1,50 le litre sur les autoroutes allemandes. Donc ça c'était bien. En Norvège c'est plus cher, ça peut aller. On a trouvé ça allait entre 1,65 et ça peut aller jusqu'à 1,85 dans le nord en euros. Moi je parle équivalent euros dans le nord du pays. Mais bon, ça fait partie du trip. Quel est le prix moyen pour la location d'une hutte, d'une nuit en camping? Alors, les petites huttes, voilà, c'est des petits cabanons en bois qu'on trouve dans les campings. Pratiquement tous les campings, sauf vraiment ouais, on peut dire pratiquement tous les campings. Il y a certains qui n'en ont pas, mais c'est assez rare. Il faut savoir qu'il y a 3 types de prestations sur les huttes. Vous avez 3 types, vous avez les petites, les moyennes et les grandes. Dans les petites, c'est ce qu'on prenait nous, vous trouvez 2 fois 2 lits superposés, donc 4 couchages, une petite plaque de cuisson électrique, un petit frigo, des prises électriques pour pouvoir recharger vos téléphones, vos ordinateurs, vos caméras, etc. Et une chose qui est assez importante, surtout la nuit dans le nord, du chauffage. Les petites huttes sont équipées de radiateurs, donc vous étalez votre duvet sur le lit et vous mettez un peu de chauffage, vous faites votre petite popote, c'est sympa. Moi, on voyageait à peu près 2 à 3 jours de tente
une nuit en hit. 2 jours de tente, une nuit en hit, en fonction de la fatigue. Puis là, nous on a eu de la chance au niveau de la météo, mais voilà. Les hits moyennes, je crois que c'est plus de couchage. Alors, dans la petite hit, les toilettes et la douche, c'est sanitaire du camping. Les hits moyennes, c'est plus de couchage, mais toujours, je crois, de mémoire sanitaire du camping. Et les grosses hits, c'est l'équivalent du couchage de la moyenne, et à la douche et les toilettes dedans. Donc là, c'est déjà presque la location presque d'un meublé. Pour nous, les petites hits, ça nous suffisait largement. C'était environ une quarantaine d'euros par nuitée. Voilà. Sachant que les prestations sont très largement suffisantes pour le style aventure qu'on a en moto. Quand même, on ne cherche pas trop le luxe. Et puis ça diminue quand même pas mal le budget. N'essayez pas d'aller à l'hôtel. Déjà, c'est plus dur à trouver. Et puis vous allez vraiment entamer votre budget. Une nuit en camping, pour une toile de tente, une moto, 2 personnes, je crois que c'était à peu près une dizaine d'euros. Je crois que c'est 10-15 euros, disons, pour les campings un peu plus de luxe. Voilà, après ça peut changer, mais par contre, attention, les Lofoten, c'est beaucoup plus cher. Les campings, tout ça, déjà que c'est cher. Alors les Lofoten, faites une nuit maximum, mais c'est tellement touristique, c'est tellement beau, mais c'est plus cher encore. Comment se connecter à Internet? Très facile. Dans tous les campings, vous avez du Wi-Fi. Je crois qu'il y a un camping à Trondheim où il fallait payer pour 24 heures. Mais c'est l'équivalent de 3 euros. Sinon, c'est le Wi-Fi classique, mais si le camping est assez chargé, ça rame. Donc, partage de connexion avec un téléphone, avec un smartphone. Hein, si vous avez Internet sur votre téléphone, prenez l'option étranger, hein, prenez au niveau de votre prestataire de téléphonie. Et voilà, surtout si vous tenez un blog ou Facebook ou les réseaux sociaux. Moi, ça me prenait, bon, je tenais un blog. Donc quand on était en camping, il faut savoir que dans tous les campings, vous avez une salle cuisine. C'est-à-dire une salle où vous pouvez faire la cuisine dans ça. Il y a des tables, des chaises, les gens se retrouvent un peu comme ça. Et il y a des prises de courant. Donc moi, je me mettais là pour brancher l'ordinateur portable et faire le blog. Mais ça prend beaucoup de temps. Quand vous avez une journée de moto dans les Landes, qu'il faut planter la tente, qu'il faut faire à bouffer. Donc voilà, hein, pour Internet, il n'y a pas de souci. J'ai relancé la caméra parce qu'elle se coupe toute seule. As-tu eu des pannes mécaniques? Alors, la grosse panne que j'ai eue, entre guillemets, c'est la crevaison. Le pneu que vous voyez derrière, c'est le pneu qui m'a été changé. Enfin, c'est le pneu qui m'a monté en neuf. Donc je l'ai changé parce qu'en fait c'est un pneu de 1200 GS. Donc la bande de roulement est un peu trop large pour la 1000. Mais je l'ai gardé en souvenir. Marqué Suède 2018 dessus. Donc c'est la grosse panne qu'on a eue. Sinon, j'ai eu un fil de masse de clignotant qui s'est dessoudé. Voilà. Et ce qui est... alors j'ai eu aussi comme panne, c'est Noé qui se croit dans son canapé. Ouais, c'est-à-dire qu'en Suède, sur les grandes lignes droites, à un moment donné dans l'intercom, j'entends papa, je crois qu'il y a un problème. Alors quand vous êtes entre les pins, les lacs suédois, qu'il n'y a rien autour de vous, vous vous dites ouh là 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 là. Donc on s'arrête. En fait, il avait pris le top case pour son canapé, donc il était comme ça, et comme c'était des pattes de fixation en aluminium sur un top case en aluminium, à un moment donné, les pattes elles ont fait. Le top case il a fait, et Noé il a fait. Et il me dit là, je crois qu'il y a un problème. Bon, c'était rien. J'avais des petites sangles à cliquer, des tendeurs quand même, de secours. Donc j'ai maintenu le top kit comme ça jusqu'au camping le soir. Et le soir, j'ai refixé les pattes avec un petit système. Ça a tenu jusqu'au bout, il n'y avait pas de souci. Ce que j'ai eu aussi, c'est... j'ai un peu transpiré, mais c'était pas grave du tout. J'ai une vis en fait de... Bon là, il n'y a pas de disque sur la 400. J'ai un disque à l'avant sur la 1000. Il y a une vis de fixation du disque qui s'est desserrée et elle s'est coincée entre le disque et l'étrier. Mais à l'arrêt, c'est-à-dire on ne roulait pas, c'était dans un camping en Suède. Le matin, quand j'ai voulu partir, ça bloquait. Je ne comprenais pas. La vis bloquait en fait la roue. Et le temps de trouver ce que c'était, un peu transpiré, mais c'était rien du tout. Si j'ai un conseil à vous donner,
c'est j'ai deux conseils à vous donner. Sinon, bon, c'est les seules pannes que j'ai eues. Hein. C'est rien du tout. Serrez votre boulonnerie, surtout si vous avez monté vos accessoires, porte-bagages ou parc-arter ou crash bar, j'en sais rien. Serrez tous les boulons, parce que dans tous les raids que j'ai fait, les trucs qui m'est arrivé le plus, c'est perdre des boulons. Bon, perdre le boulon, c'est pas grave, mais si vous perdez ce qui va avec, c'est beaucoup plus grave. Il faut mettre, moi j'ai que sur mes motos, quand je les restaure, je mets que de la boulonnerie inox avec des écrous nil stop. Serrez vos boulons ou pensez à vérifier le serrage des boulons les plus accessibles régulièrement. Parce que c'est ce qui arrive souvent, c'est de perdre de la boulonnerie. Et le deuxième conseil, c'est ce que je faisais moi pendant le raid, je vérifiais la pression des pneumatiques tous les 2 jours à peu près. Régulièrement, parce qu'il y avait déjà on était très chargé, assez lourd. Il y avait des variations de température qui allaient quand même parfois de 6 degrés dans les tunnels jusqu'à 25-30 degrés en Suède. Et malgré la vérification des pneus, c'est pour ça que j'ai même eu trop confiance dans mes vérifications, on a quand même le pneu qui s'est dégonflé. Si vous pouvez mettre ces petits systèmes électroniques, là vous savez, ou enfin sur les motos modernes, il doit y en avoir, qui permettent de vérifier la pression des pneus, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Mettez un petit truc comme ça, ou vérifiez régulièrement vos pressions de pneus. Et l'éclairage aussi, attention dans les tunnels, les tunnels de montagne ne sont pas forcément très bien éclairés. Ils sont éclairés dans les 15, 20, 25 premiers mètres. Et après, il y a des zones où vous êtes dans le noir. Donc si vous faites comme moi, où vous avez mes lunettes de soleil, ayez des feux, soit des feux additionnels, bon c'est pas la peine d'avoir une batterie non plus anti-aérienne, mais attention dans les tunnels au niveau de la lumière. Donc pas de mécanique, non, je peux grand chose. La moto même pas consommer d'huile, voilà, c'est de la boulonnerie et un fil électrique, des choses qu'on bricole sur le bord de la route sans problème ou au camping le soir. Et donc la pression des pneus est importante. Donc justement, lors de la crevaison, appel de l'assistance, est-ce l'assistance conventionnelle de la carte verte? Alors, oui, quand vous avez votre carte verte d'assurance moto, vous avez toute une liste de pays dans lesquels vous êtes assuré, sachant que moi, en plus, bon, la moto est assurée au tiers, et elle est assurée collection. C'est-à-dire que j'ai une carte grise normale, mais une assurance collection. L'assurance collection vous couvre partout, je me suis bien renseigné, hein. N'importe où dans le monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, vous êtes couvert comme les assurances normales. Alors vous me dites quel est l'intérêt. La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec une assurance collection, c'est le trajet domicile-travail. Voilà, domicile-travail, vous n'êtes pas assuré si vous avez un crash sur ce trajet-là. C'est la seule chose. Donc moi, quand j'ai eu la crevaison, vous pouvez, je rappelle, hein, la crevaison, le pneu s'est dégonflé insidieusement, et je sentais qu'elle partait un peu du cul, mais je disais tiens, et à un moment donné le pneu il est carrément déjanté, on est sorti de la jante, et on est parti, on s'est mis, heureusement j'avais déjà coupé les gaz, et on était en train de s'arrêter, mais la moto s'est même mis un peu en travers de la route, et on s'est arrêté comme ça en travers sur le bas-côté, et le pneu était, pas en 8, mais il était complètement déjanté. Donc vous avez à beau avoir tous les kits tubeless de France et de Navarre et du monde entier. Donc là, il n'y avait qu'une seule solution, c'était soit démonter ma roue et partir avec ma roue sous le bras quelque part, mais c'était dans une zone que je ne connaissais pas. On venait de traverser 3000 km de forêt à peu près, heureusement on a crevé devant un camping. Il faut parler anglais, enfin c'était un peu compliqué. Donc j'ai appelé l'assistance française, vous avez le numéro à appeler depuis l'étranger. J'ai dit voilà, ce qui va, mon immatriculation, mon machin, je suis à tel endroit, je suis en Suède et je suis en panne. Donc là il n'y a eu aucun souci, ils ont pris l'appel en charge, ils ont traité le dossier, mais il faut savoir qu'ils transfèrent votre appel sur l'assistance suédoise. C'est-à-dire qu'ils disent on a transféré le dossier sur l'assistance suédoise va vous appeler. Donc la Suède, donc là où vous tendez bien l'oreille en disant oula, parce que ça se passe en anglais, hein, ils ne vont pas vous parler en français. Hein. Donc là, comme moi je baragouine l'anglais, bon j'arrive à comprendre et puis à m'exprimer, il a fallu expliquer au téléphone, donc l'assistance suédoise m'a appelé, hein,
pouvoir expliquer ce que vous avez et vous localiser, dire à l'endroit où vous êtes. Donc là, comme sur une assistance française, mais à l'étranger, donc il faut parler anglais. Il y a eu un peu de retard à l'allumage parce que bon, le dossier a mis un peu de temps à être transféré, et puis le dépanneur était sur d'autres interventions, donc on a attendu un bon moment, mais on était à l'entrée d'un camping, donc ça allait. Il est venu avec, on voit sur le film, hein, un camion plateau. Il a essayé avec tous les moyens de sangle, de compresseur, de remettre le pneu en place. Il n'y a pas eu possibilité de le faire. Les choses extraordinaires, et ça c'est la chance du voyageur, vous avez toujours la chance du voyageur. Il était à peu près 20 h quand le gars a pris en charge la moto. Il est allé à l'entrée, à l'accueil du camping, il a téléphoné en suédois, ils se sont parlé, échangé, jusqu'à un moment donné il m'a dit on charge la moto sur le camion et vous venez avec moi. Noé, lui, pendant ce temps-là, le pauvre, il se farcissait toutes les valises et à se farcir le montage de la toile de tente pour l'instant. Il y avait à 20 km de là, donc dans une commune qui s'appelait Mariestadt, un garagiste qui était ouvert, qui bricolait encore sur les voitures, et il bricolait encore sur les voitures parce qu'il bricolait des voitures perso. Il bricolait aussi des motos, donc il avait un pneu de moto, enfin il avait des pneus de moto, dont un pneu de 1200 GS neuf. Et on est arrivé vers 20 h, 20 h 30 et ça a été absolument génial. Comme quoi vous passez un peu de la panique et de la sueur au sourire. C'est que le mec, il travaillait sur des Ford Mustang, sur des vieilles bagnoles. On a parlé moto, du Dakar, des épreuves d'enduro, du machin, bon, en anglais, hein, et tout. Et puis à un moment donné, il m'a dit tiens, va te servir là-bas, prends-toi un café. Et puis il y avait le gars qui conduisait la dépanneuse qui avait tapé dans le congélateur et bouffé des glaces. Bon, je ne vais pas vous raconter les anecdotes parce que là, il y en a pour 25 heures de vidéo. Mais disons que voilà. Appel de l'assistance, c'est l'assistance conventionnelle de la carte verte, même si vous êtes assuré collection, avec appel depuis l'étranger, et ensuite vous êtes transféré sur l'assistance du pays. Donc il faut quand même parler un peu anglais. Au cours des visites à pied, la moto et le matériel étaient-ils en sécurité? Alors les pays scandinaves, c'est pas la France. Bon, je le balance comme ça. Pendant tout le raid, c'est-à-dire pendant 4 semaines, sauf à la nuit d'hôtel en Allemagne, je n'ai jamais cadenassé la moto. Jamais. Quand on a fait la randonnée du Preikstollen, j'avais pris le camping qui était juste 4-5 km avant le départ de la randonnée. Donc le matin, on avait laissé nos affaires au camping, on avait pris des affaires pour pouvoir marcher, hein, des chaussures de marche, donc j'ai conduit la moto comme ça. Donc quand on est arrivé au départ de la randonnée, j'ai laissé dans mes valises la veste et les casques. J'avais un câble métallique avec un petit cadenas par prudence. J'ai fait comme ça. Mais il y avait d'autres motos où les gars, ils avaient carrément laissé les vestes. Bon, vous prenez vos papiers, vous prenez l'argent, bien sûr. Ils avaient laissé les vestes sur la moto comme ça, les casques. Vous retrouvez vos affaires, il n'y a aucun souci. Vous pouvez laisser les clés sur la moto. Pas de panique de ce côté-là. Bon, soyez minimum prudent comme dans n'importe quel pays. Mais vous n'aurez aucun souci pour les stationnements des motos, au niveau sécurité, au niveau quoi que ce soit, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi je vous dis, même à Trondheim, je crois, quand on a visité Trondheim, je crois que j'ai même pas canassé la moto. Donc, après vous me direz une 1000 GS qui a 200 000 bornes, mais bon, on est coté quand même. Au cours des visites à pied, quel budget pour un tel périple? Alors, moi, pour 4 semaines, pas besoin de tergiverser 25 heures là-dessus, pour 4 semaines, pour une moto, 2 personnes, tout compris, carburant, bouffe, visite, enfin visite on n'a pas payé grand chose, enfin tout compris, de porte à porte, j'avais calculé un budget de 3400 € à peu près, entre 3400 et 3500 €. Voilà, sachant qu'on a fait du camping, on a quand même profité des hits quand on en avait envie. On a limité un peu sur la bouffe, on faisait quand même notre popote assez régulièrement, où on mangeait plutôt des choses genre pizza, genre snack. Voilà, on n'a pas fait de gueuleton. Voilà le type de budget, ferry compris. Voilà. Donc après, si vous avez des goûts un peu plus luxueux, vous pouvez pratiquement passer du simple au double. Alors je vais vous parler moi en plus de 3 choses. Les autoroutes allemandes, parce que on se fait des idées sur les autoroutes allemandes et moi j'avais un peu l'angoisse. Hein.
Je ne vous dis pas, avant le départ, j'avais deux soucis, moi. Le premier, c'était les autoroutes allemandes, dans ma tête, et la météo. Parce que, pourquoi je n'avais pas réservé aussi d'hébergement? Parce que si la météo avait vraiment été mauvaise, exécrable, parce que ça peut le devenir là-bas, avec un enfant de 14 ans, vous imaginez bien qu'on ne serait pas monté. J'aurais arrêté, on aurait visité des trucs locaux, à l'endroit où on serait, j'aurais pas insisté. Là, on a eu vraiment une chance absolument extraordinaire d'avoir pratiquement 4 semaines de beau temps, et c'est pour ça qu'on est allé au bout. Les autoroutes allemandes, un qui me dirait c'est super, les autoroutes allemandes c'est illimité, oui et non. Déjà, bon, il n'y a pas de péage. Il faut savoir que les autoroutes allemandes, on peut les décomposer en 3 parties, 3 tiers qui reviennent régulièrement. Une première partie, les autoroutes limitées à 120 km/h sur 20-30 km. Une deuxième partie, une zone de travaux, limitée à 80 km/h. À peu près la même distance, vous pouvez avoir des zones de travaux de 30 km. On l'a eu une fois, donc vous roulez à 80 et tout le monde respecte. Hein, les Allemands, quand c'est 120, c'est 120, hein, c'est pas 125. Hein. Quand c'est 80, c'est 80, c'est pas 82. Hein. Et après la zone de travaux, zone illimitée, sur à peu près, bon après c'est en fonction des régions, mais c'est à peu près les mêmes distances. Voilà, donc les zones illimitées, la vitesse illimitée, la voie de gauche, vous l'oubliez, à moins d'avoir une moto qui vole, une Lamborghini, une Ferrari, ou d'être assis sur un missile, parce que ça déboule très vite. Ils se mettent plein phare et ça peut passer à 250 km/h sans tergiverser. Nous on a vu, une fois j'ai vu, c'était quoi ça? Il me dit c'était rouge. Bon. Comment je faisais moi sur les autoroutes? Je roule lentement. D'abord, vous consommez moins, vous fatiguez moins. Donc je roule à peu près à 115, 110, 115 km/h sur l'autoroute. Je sens que le moteur il tourne bien, la moto est dans sa vitesse de croisière et je fatigue pas. Donc on roule sur donc la voie de droite, dans les zones illimitées, la voie de droite c'est réservé plutôt pour les véhicules un peu lents, les cars, les camping-cars, les véhicules lents, dont moi. Il y a très peu de camions hein, sur les... pas beaucoup de gros camions comme chez nous. La voie du milieu pour les gens qui roulent 130, 140, 150. Voilà. Alors, vous pouvez dépasser. Moi, quand je dépassais, voilà, il faut bien mettre, tout le monde met bien le clignotant hein, pour déboîter, pour se rabattre. Vous mettez bien le clignotant. Sur la voie du milieu, vous doublez votre car, vous doublez machin. Ceux qui arrivent derrière, ils vous respectent tranquillement, ils lèvent le pied, ils vous laissent faire votre ménage. Vous rabattez, ils réaccélèrent. Et pendant ce temps-là, à gauche, c'est fou. Donc c'est à peu près ça les autoroutes allemandes. Donc un tiers de 120 km. Et après, après la zone illimitée, quand vous voyez les bolides ils arrivent, c'est 120, ils se mettent à 120 et ça fait drôle. Donc c'est 120 travaux et zone illimitée. Nous on a traversé toute l'Allemagne, hein, du sud au nord, c'est à peu près cette prestation-là. Donc ne pensez pas que les autoroutes allemandes sont illimitées du sud au nord. Les ponts du Grand Belt. Alors les ponts du Grand Belt, nous on l'a pris dans le sens retour, c'est-à-dire entre la Suède et le Danemark, donc c'est Malmö, je crois, la ville où les ponts commencent. Donc vous avez un péage à l'entrée qui fait pour tous les ponts. Donc si vous sortez avant sur une île, ce sera le même prix, qui va donc de la Suède jusqu'au Danemark. Le péage c'est environ, donc ça vous évite un ferry. Avantage si vous n'avez rien à réserver, vous arrivez, vous payez. C'est environ 35 €, je crois, le péage. 35 ou 39, je ne sais plus. Ce qui est bien, c'est que le gars, il m'a vu arriver, il m'a dit c'est tant, j'ai fait par carte. Il me fait oui, mais vous avez de la monnaie, il vous reste des couronnes suédoises, norvégiennes, machin. Je dis oui, ah bah donnez-moi tout, les petites pièces. Donc je lui ai donné toutes les petites pièces de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, et puis le complément, je ne sais même pas s'il manquait quelque chose, ou si le complément vous pouvez payer par carte. Donc s'il vous reste de la petite monnaie, vous pouvez la liquider au péage du Grand Belt. Mais sinon les ponts c'est magnifique, vous êtes très haut au-dessus de la mer, vous voyez les îles. Par contre, nous on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il n'y avait pas de vent, ou très peu de vent, vous sentez le petit, à chaque fois que vous passez un pilier, les grands piliers, vous sentez le petit coup du vent qui... Mais c'était des
très peu de vent, parce que si ça souffle, là, en moto, c'est horrible. Je vous reparlerai du vent sur les tunnels, enfin les ponts norvégiens, j'ai oublié de vous dire. Le site du Cap Nord. Alors, le site du Cap Nord, ouais, c'est un peu la trappe touriste, tout simplement parce que pour accéder sur le site, bon, il y a une petite route qui monte, et vous avez un péage, donc, une guérite, une barrière. Il faut payer pour pouvoir accéder au parking, qui est un parking en pierre. Après, vous avez une grande zone touristique, c'est-à-dire des magasins de souvenirs, il y a un cinéma, je crois, qui projette des films sur l'histoire du Cap Nord, un petit musée du Cap Nord. Donc le péage, c'est quand même autour de 40 euros. 40 euros pour entrer sur le site, se garer sur un parking, mais bon, si vous allez jusqu'au Cap Nord et vous n'allez pas jusqu'au globe de métal, qui est la pointe la plus extrême, c'est un peu dommage. Tout le monde le fait, mais il faut le savoir. Vous avez ce péage à l'entrée du site. Il y a beaucoup de... Et attention sur les routes, les dernières routes qui amènent au Cap Nord, les derniers kilomètres. En été, c'est assez touristique. Il y a pas mal de cars de tourisme, beaucoup de cars de tourisme. Et eux, la limitation de vitesse, ils vous doublent. Ils n'ont pas de scrupules. Donc, regardez dans vos rétros, des fois, si vous voyez, il y a pas mal de cars de tourisme. Je reviens sur 2-3 petits points, notamment le vent. Dans le nord, vous pouvez avoir des belles rafales de vent, et vous avez aussi, en plus des ferries qui traversent les fjords, il y a aussi des ponts qui enjambent les fjords. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'entrée de chaque pont, vous avez un petit panneau digital qui vous donne la vitesse du vent. Donc vous savez, si vous engagez sur un pont où le vent souffle à peu près à 3-4 nœuds, 5 nœuds, c'est parfait. S'il souffle, si vous voyez 30-35 nœuds, vous avez intérêt à serrer les guiboles sur le réservoir. Sinon, aussi à l'entrée des tunnels. À l'entrée de chaque tunnel, il y a un petit panneau qui vous donne le nom du tunnel, il a son nom, et sa longueur. Donc, vous savez, si vous entrez dans un tunnel pour 500 mètres, 2 km, 5 km, et si vous prenez le plus long tunnel du monde qui fait 25 km, qui est en Norvège, la moitié un peu sud. Je reviens aussi sur les autoroutes allemandes. Attention, les motards, on ne remonte pas les fils. En Allemagne, les motos, voilà, ça reste derrière les voitures quand ça. Enfin, il y a un petit bémol. Tant que les voitures roulent, les motards restent derrière. Donc s'ils ont à doubler, ils doublent, bien sûr. Mais sur les autoroutes, il n'y a pas de remontée interfile. S'il y a des ralentissements ou des choses comme ça. Le seul bémol, c'est que si les automobiles, enfin les voitures sont arrêtées, embouteillage, accident, vraiment arrêté, là les motos remontent les fils très lentement. C'est du 10 km/h en faisant très attention. Moi je l'ai fait à Hambourg parce qu'on était coincé dans un embouteillage. J'ai remonté les fils d'abord parce qu'il faisait une chaleur pas possible, j'en pouvais plus. Et j'ai vu un ou deux motards qui remontaient tranquillement. Donc on a fait pareil, sinon pas de remontée d'interfile à toute berzingue. J'ai parlé des routes touristiques classées. Dans mon carnet d'aventure, un père, un fils, une moto et un cap, vous avez une petite carte, le descriptif de la route, l'historique de la route éventuellement. Donc il y a les 18 routes qui sont répertoriées dans ce guide, que vous pouvez vous procurer auprès des Presses du Midi ou auprès de par mon site internet www.45e parallèle nord. Et voilà, vous avez toutes les informations là-dedans. Oui, je reviens sur l'assurance collection, parce qu'il y en a qui peuvent se poser des questions, c'est pourquoi elles sont assurées collection, mes motos, parce que, pourquoi d'abord, il faut que la moto ait plus de 30 ans. L'assurance collection, comme j'ai dit tout à l'heure, le seul truc que vous ne pouvez pas faire, c'est le trajet domicile-travail, parce que vous n'êtes pas assuré dans ce cadre-là. Sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez, le tour du monde, aller dans n'importe quel pays, d'ailleurs la preuve, je vais aller en Norvège, je fais le Maroc avec une AGS en collection aussi. Donc l'assurance collection, l'avantage c'est que la BMW 1000 GS assurée au tiers, 110 € par an, je crois, 105 € par an. La deuxième, la XTE 600 Yamaha, que je prépare pour le prochain raid, 80 € d'assurance par an. Et celle-ci, par exemple la troisième, le petit dromadaire, pareil, entre 70 et 80 € par an. Donc ça fait des gros avantages. Ce sont que ces motos-là, on les bricole facilement si on casse quelque chose ou si on chute. Bon, il y aura de la rayure, mais il n'y aura pas de grosses casses. Voilà. Bon ben voilà, je crois que j'ai pas mal parlé, ça fait beaucoup de choses, j'espère que ça a éclairé certains d'entre vous. J'ai encore
avant de conclure, une petite chose qui me vient à l'esprit, pour ceux que ça intéresse, sur le Cap Nord, il y a une webcam. Donc si vous allez sur, alors je sais plus, il faut aller sur internet, vous tapez webcam Cap Nord, et vous avez la caméra qui filme à 180 degrés sur le site du Cap Nord. Alors c'est pas forcément en temps réel, je crois qu'il y a peut-être 24 heures ou des fois ou 48 heures de décalage, mais ça vous donne l'état d'enneigement du Cap et une tendance météorologique à 24 heures près, donc c'est pas mal. Cherchez sur internet. Donc voilà, bon ben merci à tous. Je pense que je vous repréparerai une autre vidéo sur préparation raid moto, sur ce que j'emmène moi, ce qui me semble indispensable à emmener en raid. Alors il y aura des choses qui peut-être certains n'y pensent pas et qui restent assez indispensables. Et je vous parlerai du superflu, de ce qui pour moi n'est pas nécessaire d'emmener parce que vous allez vous charger pour pas grand chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté pas mal de choses. Je vous remercie et puis à bientôt pour la vidéo numéro 2. Merci à tous. Salut.